Ce que l'on vous propose maintenant, c'est de mettre en œuvre tout ce qui vous a été présenté sur ce premier temps, sur le bloc 7, avant d'aller sur d'autres modalités de certification que sont les épreuves ponctuelles sur les blocs 2 et 3. Voilà, je cède la parole à Madame Prolongeau. Merci beaucoup, Anne. Bien, alors pour ceux qui étaient avec nous à Paris, vous allez retrouver le début commun sur la présentation des éléments fondamentaux du droit sur le bloc 7. Ce diaporama sera évidemment mis à disposition par la suite sur notre espace via Éduc. Sachez simplement que là, j'ai masqué un certain nombre de diapos qui avaient été présentés à Paris parce que ça fait un peu doublon. Simplement, ils ne sont pas supprimés, donc vous y aurez tout à fait accès. Et à l'intérieur, vous retrouverez notamment les liens avec le guide pédagogique et la manière dont s'articule effectivement ce bloc 7, puisqu'aujourd'hui, on est chargé de centrer davantage sur les problématiques d'évaluation. J'ai quand même laissé cette diapositive pour présenter effectivement les objectifs de ce bloc 7 sur les éléments fondamentaux du droit. Triple objectif. Le premier, acquérir un socle robuste de connaissances. Eh bien, il s'agit d'avoir des notions fondamentales. Donc, évidemment, on parle vraiment de tout ce qui est indispensable pour le traitement et surtout peut-être la compréhension des dossiers les plus simples qui nécessitent effectivement d'avoir un socle minimum de connaissances juridiques à avoir. Et puis, c'est aussi l'occasion dans le bloc 7 d'acquérir et de s'entraîner aux différentes méthodologies du droit. Je le reverrai tout à l'heure sur les différentes activités qui sont proposées, afin de permettre aux étudiants de se familiariser avec cette rigueur du raisonnement juridique à produire, et puis sur le fait d'être capable finalement d'argumenter, de justifier une solution en mobilisant des concepts juridiques. Et puis, ce bloc, je le rappelle, on l'avait déjà dit, c'est un bloc qui est au service aussi d'autres blocs, puisqu'il y a des liens. Alors là, aujourd'hui, on ne va pas les réexpliciter, entre les différents blocs, qui permettent effectivement soit de voir des notions dans le cadre du bloc 7 en tant que notions fondamentales et prérequis qui vont être réappropriés, réexploités dans d'autres blocs, ou alors, certaines des notions auront pu être vues peut-être dans le bloc 2, dans le bloc 3, voire dans le bloc 1, et vont être réétudiées, réutilisées, si je puis dire, remobilisées dans le cadre du bloc 7. On sait très bien que cette logique aussi de répétition et d'approfondissement va permettre aussi d'installer de manière solide l'ensemble de ces connaissances. Alors, donc, j'arrive tout de suite sur les activités à proposer dans le cadre de ce bloc 7. Donc, il y a 4 types de situations d'évaluation. La conduite d'une veille juridique, la résolution de cas pratiques, l'analyse d'une décision de justice et l'analyse d'un acte. Donc, l'étudiant, pour justifier effectivement de la bonne maîtrise de ces éléments fondamentaux du droit, doit avoir été confronté régulièrement à ces différents types d'exercices, et il doit être effectivement au moins avoir été évalué à plusieurs reprises. Donc, on a dit au moins 2 reprises sur chacune de ces activités. Alors, la conduite d'une veille juridique, donc très, très rapidement, parce que cette diapo, elle avait déjà été présentée, mais ça permet de redonner un petit peu le cadre. Il y a effectivement des outils de veille à mobiliser, il y a des choix en termes d'objectifs de veille à déterminer. Est-ce qu'il s'agit d'une veille générale d'actualité juridique ou d'une veille ciblée en fonction effectivement de besoins, par exemple dans le cadre de l'avancement de votre cours? Peu importe, mais effectivement, on le reverra tout à l'heure, il y a effectivement un certain nombre d'outils à mobiliser pour conduire ce travail sur la veille. La résolution du cas pratique, donc un raisonnement juridique rigoureux, avec vraiment un effort didactique dans le choix des cas pratiques, on y reviendra, pour pouvoir permettre ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir une progressivité dans l'acquisition de la méthodologie par rapport à la complexité de ce qui est demandé. Autrement dit, on commence par des cas pratiques
assez simples pour aller vers des cas pratiques de plus en plus complexes et qui correspondent, c'est ce que disait, Anne Gagné tout à l'heure, finalement à un niveau qu'on attend, voilà, pour un titulaire d'un BTS, notariat. L'analyse d'une décision de justice, alors on n'a pas, décidé de restreindre, hein. Il s'agit vraiment principalement des arrêts, de cour de cassation, mais on peut aussi imaginer peut-être, des arrêts, de CEDH ou de CJUE. S'ils sont didactisés, ils sont parfois beaucoup plus longs et peut-être plus difficiles d'accès. Mais voilà, en tout cas, il y a pas de limite. Ce qui importe, ça peut être effectivement soit de les retravailler un peu, surtout si on est sur le début d'année, hein, comme je l'ai expliqué, avant. Mais vous pouvez tout à fait, privilégier un arrêt qui vous semble important ou qui marque une décision, très importante pour le droit, pour pouvoir effectivement faire des liens avec, d'autres parties de votre cours. Et puis l'analyse d'un acte avec la même liberté qui vous est, laissée, hein. Il peut s'agir de l'analyse d'un contrat, d'un acte authentique. Alors on reverra un petit peu comment est-ce qu'on travaille, cette analyse avec, les étudiants. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Donc ici, l'évaluation CCF se réalise sur le bloc 7 uniquement en première année, absolument, tout à fait, puisque en deuxième année, en fait, il y a une autre sous-épreuve, hein, je vais y venir tout à l'heure, qui est l'épreuve E32, là on est sur l'épreuve E31, et qui va concerner l'environnement de l'activité notariale et qui effectivement se fait en deuxième année. Voilà, donc là on est bien sur les éléments fondamentaux du droit, discipline de première année. Alors, il y avait une autre question. Peut-on confier le bloc 7 à un enseignant qui n'a ni le bloc 2 ni le bloc 3? Et je crois que Mme Gagné a répondu, il est indispensable que les enseignants des blocs 7, 2 et 3 se concertent pour mettre en œuvre des progressions pédagogiques compatibles. On avait lourdement insisté, hein, effectivement, à Paris sur l'importance de ces progressions croisées. J'en parlais tout à l'heure sur une diapo précédente. On a vu qu'il y avait des notions qui pouvaient soit être des prérequis, soit au contraire être réexploitées dans le cadre des fondamentaux. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir une bonne connaissance de la progression et de l'endroit où sont vos collègues dans leurs différents blocs. Voilà, donc effectivement, Alexandra a répondu sur la suite. Alors, si je reprends activité par activité assez rapidement, donc la démarche de veille, elle doit se faire en 4 étapes. Donc, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on est sur un travail effectivement d'actualité juridique? Est-ce qu'on recherche des lois? Est-ce qu'on recherche au contraire de la jurisprudence? Est-ce qu'on passe aussi par comment dire, une veille juridique qui porte aussi sur de l'actualité, des articles de presse, pourquoi pas de la doctrine. En fait, tout dépend un petit peu quels sont vos objectifs à vous en termes de veille et puis de travail sur cette activité-là. Cette activité de veille, elle peut venir au préalable à une autre activité dans le cadre du bloc 7 ou même, pourquoi pas, dans le cadre du bloc 2 ou du bloc 3 pour pouvoir préparer effectivement les étudiants qui sont allés chercher un certain nombre d'informations. Il y a évidemment ensuite la sélection des sources, la valeur d'un article de presse, si elle est intéressante, voilà, elle n'a pas du tout la même valeur effectivement qu'un texte de loi. Donc là, il y a un travail à faire pour et avec les étudiants pour la bonne compréhension de ce que peut apporter effectivement des articles de vulgarisation, hein, mais voilà, il faut quand même toujours rester rigoureux sur la maîtrise des documents qui vont leur servir pour travailler la veille juridique. Collecter les informations, donc eh bien là, ils ont plusieurs possibilités, hein, donc pour récupérer ces informations, il existe des outils tels que Google Alert, des flux RSS. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des agrégateurs de flux, hein, type NetVibes, et cetera. On peut même faire des veilles sur Twitter avec ToisUp, hein, donc ça faisait l'objet d'une diaporama à Paris, mais vous le retrouverez. Et puis ensuite, une fois que vous avez récupéré ces sources, il convient de les collecter, de les organiser grâce à des outils de curation. Il y en a beaucoup. Je crois que ce qui est intéressant, c'est surtout de voir un petit peu comment est-ce que l'étudiant les organise. Est-ce que c'est sous forme de Pearl Trees, de Scoopit, de Padlet? Encore une fois, je ne suis pas certaine que le plus intéressant soit nécessairement d'imposer un outil, mais que vraiment l'étudiant s'empare de l'outil qu'il utilise pour essayer effectivement d'avoir une veille juridique riche,
construites et qui lui permettent effectivement, eh bien, de passer à la dernière étape, à savoir de synthétiser, c'est-à-dire d'être capable de dresser finalement un bilan de ce qu'il a pu retrouver sur une actualité, sur une jurisprudence, sur une réforme, qui est en cours ou qui est envisagée, et cetera. Et puis ensuite, bah, sa capacité à analyser, imaginons un nouveau texte de loi, qu'est-ce que ça change? Quelle est la portée? En quoi ça peut impacter peut-être certaines notions ou certaines pratiques en études notariales qu'il a pu voir? Et donc comment est-ce qu'il est capable de l'expliciter et de la diffuser? C'est, un exercice, finalement, assez novateur. Alors, même si on a toujours un petit peu quand même dans les classes, fait un peu de veille juridique avec les étudiants, ce n'était pas un exercice qui, en soi, faisait partie réellement d'une activité, susceptible d'être évaluée, même si je l'avais quand même vu dans certaines classes. Et je crois que c'est intéressant de demander ça à des étudiants, en BTS, parce qu'être capable d'appréhender des documents juridiques sur lesquels ils n'ont pas forcément eu au préalable un cours, ça fait aussi partie de l'apprentissage dans leur vie de juriste. Et donc, ça fait sens. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais c'est difficile de suivre en même temps. Les exigences en matière de méthodologie, bon, alors sur le cas pratique, je vais y venir. Les fondamentaux du droit étudiés dans le bloc 7 doivent être acquis en première année afin de répondre aux besoins des blocs 2 et 3, absolument, puisque je rappelle que le bloc 7 sur les fondamentaux du droit ne s'enseigne qu'en première année. Voilà. Les étudiants ne devront plus faire des cas pratiques et des fiches d'arrêt en deuxième année. Alors j'y viens parce que comme ça ne vous a pas échappé, il y a 4 activités. Donc là, je suis vraiment restée que sur la première, à savoir sur la veille juridique. Donc l'autre possibilité, c'est l'analyse d'une décision de justice. Alors, l'analyse d'une décision de justice, donc j'en ai parlé tout à l'heure pour dire qu'effectivement, il n'y avait pas véritablement de restriction, hein. Ce qui est important à mon avis, c'est de trouver une décision de justice qui peut, à la fois être intéressante sur le fond, dans le cadre de leur formation, en BTS CJN, mais, aussi finalement qui soit, surtout au début, relativement accessible et on augmente le niveau de difficulté. Donc pour ça, je vous disais progressivité, hein, dans le degré de difficulté juridique de l'arrêt qu'on leur demande, d'analyser. Cet arrêt, il nous a semblé important d'insister aussi sur le fait qu'il doit y avoir un questionnement, hein, qui doit porter sur cette décision de justice pour accompagner la réflexion de l'élève. Alors, il est tout à fait encore possible de demander, une forme, de première question, si vous voulez, qui ressemblerait un peu à une analyse type fiche d'arrêt, hein. C'est quelque chose qui se faisait, déjà auparavant, sur E4 et qui permet finalement, bah, de revoir, si l'étudiant effectivement est capable de comprendre les faits, la procédure, les moyens des parties, le problème de droit. Donc ça peut être tout à fait aussi une sorte de première étape, de préalable. Mais vous pouvez aussi séquencer un peu plus l'analyse de la décision de justice en lui adjoignant un certain nombre de questions que vous souhaitez, enfin, auxquelles vous souhaitez que les étudiants répondent. Pour moi, il n'y a pas ici de difficulté majeure par rapport à ce que vous faisiez avant. Il y a une forme quand même de continuité. Puisque donc l'étudiant, eh bien lui, on va l'attendre, on reverra tout à l'heure, hein, les critères d'évaluation, mais on l'attend sur le fait d'être capable de mobiliser le bon vocabulaire juridique et le mobiliser à bon escient, qui doit être donc capable de comprendre les différentes étapes de la procédure. Son analyse juridique, elle doit effectivement être pertinente, hein, correspondre véritablement, si c'est un arrêt de cour de cassation, eh bien, les motifs doivent être parfaitement compris et explicités. Il y a une forme aussi de capacité à pouvoir formaliser, je pense aux problèmes de droit, mais à quelque chose avec un degré d'abstraction suffisant, hein. On sait que c'est là-dessus aussi parfois que nos étudiants ont un peu de mal. Et puis, voilà, être en capacité de produire un raisonnement juridique structuré et cohérent, c'est quelque chose qui est un petit peu un fil conducteur qu'on reverra aussi sur les autres activités. Et pourquoi pas, donc c'est ce que je vous disais, l'accompagner avec un certain nombre de questions pour permettre effectivement à l'étudiant eh bien, d'expliciter les enjeux, de comprendre comment se situe cet arrêt peut-être par rapport à la jurisprudence antérieure ou à l'état du droit antérieur. Donc voilà, donc il y a effectivement un accompagnement à faire progressivement pour qu'ils puissent effectivement acquérir à la fois une méthodologie
d'analyse et puis une capacité véritablement à tirer finalement ce qu'on appelle, assez classiquement, la portée d'un arrêt. La résolution du cas pratique, donc si vous avez suivi, c'est donc la troisième activité effectivement qui est demandée. Donc, apporter une solution juridique cohérente à une situation concrète. Alors on retrouve des invariants, des choses qu'on retrouvait assez traditionnellement dans toutes nos années, enfin dans tous les cas pratiques qu'on pouvait donner, à savoir un travail sur la qualification juridique. Ça, c'est quelque chose effectivement sur lequel, je dirais, c'est la première étape du juriste. Peu importe le niveau auquel il doit être capable de qualifier les faits. Donc, évidemment, ça suppose que les faits soient en rapport avec déjà des notions qu'il ait pu acquérir avant, mais c'est une compétence effectivement qu'on attend traditionnellement sur un niveau BTS. Identifier le problème juridique avec cette capacité effectivement d'en formaliser, de la formaliser sous une forme de question. En général, on exige qu'elle soit le plus abstraite possible, puisque l'idée c'est bien de se dégager des faits précis pour essayer effectivement d'en comprendre la portée. Donc il faut vraiment arriver à mobiliser les concepts juridiques qui sont mis en tension dans le cas pratique. Et puis apporter une solution cohérente aux problèmes soulevés grâce à un raisonnement juridique rigoureux. Donc ça suppose effectivement que l'étudiant, il soit en capacité de répondre au problème qui a été posé dans le cadre du cas pratique. Et cette réponse, elle va mobiliser effectivement une règle de droit qui va être donc appliquée de manière concrète aux faits qui lui ont été soumis pour qu'il puisse en tirer effectivement la solution qui lui semble correspondre à la situation qui lui a été donnée, au problème qui lui a été posé. La nouveauté, je dirais vraiment, c'est-à-dire ce qu'on retrouve ici et qu'on avait peut-être un peu moins avant, c'est que évidemment, comme on est dans le cadre du CCF, l'utilisation des principaux codes et l'exploitation de la jurisprudence est une compétence que les étudiants vont avoir effectivement à travailler régulièrement, et ce qui correspond bien, je trouve, finalement, à encore une fois, à la réalité du travail d'un juriste qui va pas nécessairement connaître l'intégralité de son code par cœur, loin s'en faut, mais qui va peut-être effectivement savoir l'exploiter, aller rechercher de la jurisprudence et aller compléter son début d'analyse juridique par des précédents qui vont permettre peut-être de guider, d'aiguiller, si je puis dire, le raisonnement juridique qu'il va construire. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Alors, je vais continuer. Donc là, on est sur la quatrième et dernière situation. Alors, effectivement, l'achat d'un code civil paraît être un achat logique et raisonnable, dans la mesure où effectivement, dans le référentiel du diplôme, on attend des étudiants qui soient en capacité de manipuler les différents codes. Alors, je ne suis pas sûre qu'il faille en acheter beaucoup. Moi, je dirais probablement que le code civil est déjà un achat indispensable. Après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous souhaitez travailler avec eux. Ce qui est intéressant aussi, finalement, dans l'utilisation d'un code et pas de passer par des photocopies de pages, c'est que il y a un travail aussi de repérage. Comment est-ce que je navigue dans un code? Comment est-ce que je l'exploite? Comment est-ce que je retrouve un article grâce au sommaire? Donc, c'est pour ça que cette manipulation physique, elle nous paraît effectivement particulièrement intéressante et en correspondance finalement avec le travail inhérent à la vie d'un titulaire d'un BTS CJN et puis d'un juriste de manière générale. Sur donc la dernière activité, sur l'analyse d'un acte, donc effectivement, encore une fois, une formulation suffisamment large pour vous laisser un certain nombre de libertés. Donc, il y a une diversité des actes qui sont susceptibles d'être analysés, j'en ai parlé tout à l'heure.
Ça peut être effectivement, un acte juridique comme un contrat, mais ça peut être aussi tout à fait un acte authentique, pourquoi pas? Encore une fois, l'intérêt à mon avis, c'est encore une fois, c'est l'analyse que va produire, l'étudiant par rapport à l'acte qui lui est fourni. On peut également d'ailleurs, pour l'aider à bien comprendre et à bien analyser cet acte, lui fournir un corpus juridique, plus ou moins conséquent, tout dépend de quoi il s'agit et du temps imparti, mais pour finalement le mettre dans une situation, d'analyse en profondeur, et puis en lui permettant d'être éclairé par rapport effectivement, à, de la documentation, voilà, pour qu'il puisse faire le lien, sur, la manière dont l'acte est rédigé, par rapport, aux grands principes posés, par la loi, par exemple. Donc l'idée dans cette, analyse d'acte, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un questionnement, hein, de la part, du professeur pour éviter toute paraphrase, parce que c'est un peu le problème, c'est que demander une analyse suppose qu'il se détache quand même du fait de recopier l'acte. Donc ça veut bien dire que il faut le questionner à la fois pour vérifier qu'il y a une compréhension de l'objectif. À quoi servait l'acte? Quel était son but d'un point de vue juridique? Et puis finalement, bah, de quelle manière on l'a fait vivre? Quelles sont ses particularités? Quelles sont ces clauses qui ont été insérées pour pouvoir effectivement répondre aux attentes des différentes parties? Et ça suppose effectivement qu'ils sont en capacité eh bien, de comprendre et aussi de rendre compte, hein, d'expliciter les effets juridiques de l'acte. Voilà, je crois que là, on a fait le tour sur les 4 activités, qui ont été proposées, enfin qui s doivent être proposées, pardon, aux étudiants et puis on en arrive vraiment à l'évaluation, donc de cette sous-épreuve E31 hein, dont je vous parlais en préambule tout à l'heure. Eh bien, en fait, l'étudiant, donc pour, être évalué, donc toujours dans le cadre du CCF, il va devoir formaliser un dossier numérique, hein, nous dit le référentiel, qui va rendre compte finalement pour les différentes activités d'un certain nombre d'éléments. Alors ce ne sont pas des fiches, descriptives à remplir, compliquées et cetera, hein. Il s'agit bien finalement de mettre des comptes rendus d'activités, de très courts, où en fait l'étudiant va préciser juste de quel type d'activité il s'agit. C'est une activité de veille, un cas pratique et cetera. La date, hein, quelle période de l'année ça a pu être réalisé, la durée, les conditions de réalisation, est-ce que c'était plutôt un travail dans la classe, hors la classe, collectif, enfin voilà, qu'importe. Et puis la méthodologie et les moyens mis en œuvre. Je pense notamment pour la veille, c'est là où ça peut être un petit peu plus explicité. Voilà, pour indiquer effectivement comment est-ce que la veille a été mise en place. Et donc, ces comptes rendus d'activité, eh bien, ils sont, on leur adjoint finalement donc les productions réalisées, donc les cas pratiques, l'activité de veille, l'analyse, d'un arrêt, voilà, donc les 4 qui ont été réalisés par le candidat et puis évidemment l'évaluation qui a été faite par le ou par les professeurs, de ces productions. Donc on a ce dossier numérique effectivement, qui va donc être complété par le candidat et qui est un dossier évidemment personnel, hein, de la part de chaque étudiant et à la fin, donc il y aura évidemment un tableau de synthèse. Alors on l'a pas encore ce tableau de synthèse, il est en cours de réflexion et de rédaction, hein, pour pouvoir il sera mis dans la circulaire 0 dont parlait Alexandra tout à l'heure, mais un tableau de synthèse qui va rendre compte finalement de la totalité des activités qui ont été réalisées par le candidat et qui sera évidemment inclus, dans le dossier, numérique. Alors, au niveau de l'évaluation en tant que telle, une fois que le dossier numérique sera, complété et finalisé, eh bien l'évaluateur, il va avoir donc l'évaluateur, c'est le professeur, hein, qui est en charge effectivement, de l'enseignement des éléments fondamentaux du droit. Il va avoir à compléter une fiche de positionnement des compétences acquises. Alors pareil, vous aurez assez rapidement un modèle pour vous accompagner, enfin voilà, on ne va pas attendre la fin de la première année puisque vous, il vous le faut assez rapidement. Donc, Alexandra parlait effectivement du début de cette première année hein, pour que cette circulaire 0 puisse vous être communiquée. Donc, une fiche de positionnement des compétences acquises. Avec quels critères? Donc, les critères d'évaluation, là, pour le moment, j'ai repris ceux qui étaient dans le référentiel. Alors, ils seront ajustés, hein,
évidemment par rapport à la fiche de positionnement telle qu'elle sera conçue, mais enfin, peu ou prou, vous allez retrouver un certain nombre de ces éléments. La capacité d'analyse d'une documentation juridique, hein, et puis de sa portée, on l'a vu. Ça, ce sont des éléments qui peuvent d'ailleurs se prêter à différents types d'activités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans le cadre d'une activité de veille, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une analyse d'un arrêt, ça peut être dans le cadre d'une analyse d'un acte si en plus vous rajoutez un peu de documentation juridique à exploiter. Enfin, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs occasions, je devrais dire, lors du travail des activités qui va permettre effectivement de travailler ces compétences attendues. Bon, rigueur et pertinence dans la mobilisation des compétences juridiques, ça c'est nécessairement une compétence très transversale, de même que l'emploi d'un vocabulaire juridique approprié, maîtrisé, compris, hein, voilà. On sait bien qu'en droit, un terme n'en vaut pas un autre. La cohérence et la clarté dans les raisonnements juridiques construits, donc conduits. Donc là, effectivement, hein, on le voit, il y a c'est vraiment la capacité, donc soit par exemple dans le cas pratique, à répondre au problème qui est soulevé, ça peut être à expliciter un raisonnement juridique tenu par exemple par la Cour de cassation, ça peut être tenir un raisonnement juridique sur les apports d'une nouvelle loi dans le cadre de la veille. Encore une fois, hein, on voit bien que l'ensemble de ces critères correspondent aux différentes activités qui ont été proposées. Alors, la maîtrise des méthodologies d'analyse juridique mises en place, eh bien, on a parlé un petit peu de l'analyse de la fiche d'arrêt, de la rigueur du raisonnement juridique sur le cas pratique qui doit être mené. Donc, on retrouve encore une fois, hein, ces différentes méthodologies. La capacité d'abstraction dans la formalisation d'une problématique juridique, ça j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, et puis de bonnes capacités rédactionnelles et argumentatives, hein, pour effectivement être capable, au-delà, comment dire, d'identifier le bon vocable juridique, mais d'être vraiment capable de rédiger quelque chose de compréhensible et qui emporte la conviction peut-être de la personne qui va le lire. Alors, je crois qu'il y avait des questions. Oui, alors je ne l'ai pas dit effectivement, hein. Là, j'ai parlé vraiment de ceux qui étaient évalués en CCF, mais évidemment, pour la forme ponctuelle, pour ceux donc qui ne relèvent pas du CCF, c'est une épreuve de 3 heures qui a la particularité finalement de porter sur au moins 3 activités sur les 4 proposées. Donc voilà, là on ne couvrira pas sur chaque épreuve de 3 heures les 4 activités, mais au moins 3 sur 4, sinon ça risquerait quand même de devenir un peu court en termes de temps imparti. Alors ensuite, cette épreuve reprendra les activités qui viennent d'être explicitées. Bon, ça va. Alors, pourra-t-on envisager dans nos évaluations de ce bloc des présentations orales? Alors, la réponse est oui, mais très probablement que certaines activités s'y prêtent moins que d'autres. Je prends un exemple tout simple, la restitution d'une veille juridique qui pourrait intéresser toute la classe, surtout si vous les avez fait travailler sur des veilles juridiques différenciées. Ça peut tout à fait, effectivement, être explicité à l'oral, être présenté à l'oral, être restitué, et même, pourquoi pas, dans le cadre d'un travail en groupe. C'est pas forcément, voilà. On a de la liberté, voilà. La seule limite, effectivement, c'est ce que je viens de voir dans le chat, c'est le côté chronophage. Si on multiplie ces présentations orales, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais tendance quand même à dire que ça se justifie plus sur l'activité de veille. C'est quand même là où on est, où ça a le plus de sens, et surtout parce que ça peut être réexploité et réutilisé de manière très, très fluide finalement avec, par les autres étudiants de la classe qui peuvent avoir besoin de comprendre les enjeux d'une veille qui a été menée par d'autres étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais pas vues? Alors voilà, donc Monsieur Granic, hein, c'est pas une épreuve ponctuelle, hein, on est bien sur du CCF première année pour les établissements habilités au CCF. Simplement, c'est pour ceux qui ne sont pas habilités au CCF qu'il y a une épreuve de 3 heures. Bien, je pense que Alors, il me reste juste une diapo, vas-y, mais vas-y.
C'est très court, puisqu'en fait, ça reprend beaucoup de choses qu'Alexandra, a dit tout à l'heure. Donc c'est pas forcément voilà, je vais aller très, très vite. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une nécessaire diversité des activités à travailler en classe et hors classe. Des activités donc à répéter, hein, pour effectivement permettre l'acquisition progressive des compétences. Mais attention, toute activité, c'est ce qu'on disait, tout à l'heure, ne donne pas, nécessairement, lieu à une évaluation, systématique et au fait de mettre des notes à tout moment sur toutes les activités réalisées. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Attention évidemment à la pression évaluative. Et on est bien donc sur une progressivité dans le degré de complexité, puisqu'effectivement, la compétence est maîtrisée quand on atteint un degré de complexité suffisant. Il est bien normal que sur comment dire, des petits, des arrêts très, très très simples, etc., sur lesquels on va débuter en début de première année, même s'ils sont relativement bien maîtrisés par les étudiants, voilà, le très bon niveau à atteindre suppose quand même, le BTS est relativement exigeant, hein, le BTS CJN, qu'il y ait quand même effectivement un certain degré de complexité à atteindre, qui correspond finalement, ce que disait Anne Gagné tout à l'heure, aux attentes de la profession. Et puis un positionnement progressif, hein, l'évaluation finale, ce n'est pas une moyenne, on est vraiment sur le niveau atteint, acquis, le plus haut niveau, je pourrais dire, comme voilà, ça a été dit tout à l'heure. Et c'est bien cette évaluation finale qui doit attester de ce degré d'acquisition des compétences.